Alors dans cette vidéo, nous allons voir l'étude de la maille cubique à face centrée, qu'on appelle aussi CFC pour cubique face centrée. On va voir les trois questions classiques sur l'étude de cette maille, c'est-à-dire combien la maille possède-t-elle de nœuds en propre. On nous demande ensuite d'exprimer le paramètre de la maille, enfin de calculer la compacité de la maille. Ce sont les trois questions les plus classiques qu'on demande dans ce genre d'exercice. On verra dans d'autres vidéos d'autres caractéristiques que la maille cubique à face centrée, à savoir la cubique centrée et l'hexagonale compacte. Mais le principe général reste à chaque fois le même. Alors, qu'est-ce que c'est déjà la maille cubique face centrée? Eh bien, on voit que c'est ici un cube, de côté petit a, parce que c'est une maille cubique, avec un atome à chacun des sommets, donc il y a 8 sommets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et comme son indique aussi face centrée, c'est-à-dire qu'il y a un atome au centre de chaque face. Alors là, c'est un petit peu compliqué en 3D à voir, mais il y en a un au centre de la face de gauche, un au centre de la face de droite, un sur la face du haut, un sur la face du bas. Ça, c'est celui sur la face de derrière, et ça, c'est celui sur la face de devant. Si on veut, je vais mettre un petit peu de noir dans ceux qui sont non pas sur les sommets, mais au centre. Comme ça, on verra un petit peu mieux le principe. Donc ça, c'est devant, derrière, à gauche, à droite, en haut et en bas. Et ceux que j'ai laissés en blanc, c'est ceux qui sont au niveau des arêtes, au niveau des sommets, pardon. Alors déjà, on nous demande combien la maille possède-t-elle de nœuds en propre. De nœuds en propre, c'est-à-dire combien il y a de sphères totales contenues dans la maille. Parce que quand on voit par exemple la sphère qui est au niveau du sommet ici, en fait cette sphère n'est pas entièrement à l'intérieur du cube. Cette sphère, le centre de la sphère, il est centré sur le sommet qui est ici en bas à droite. Et donc, en regardant en 3D, on se doute bien que la sphère ici n'est pas entièrement à l'intérieur. Et donc l'idée c'est de savoir quel est le pourcentage ou la fraction de cette sphère qui est à l'intérieur de la maille cubique. Donc pour ça, il faut voir, alors soit on le connaît par cœur, mais donc on l'utilisera par la suite, mais sinon il faut voir combien il faut mettre de cubes à côté de ce cube-là pour que la sphère soit entièrement comprise dans tous ces cubes. Alors ce qu'on peut faire, c'est dire que si je mets des cubes les uns à côté des autres, comme ça, donc là j'ai un premier cube, je vais en mettre un en dessous, qui sera comme ça. Ensuite, je vais en mettre un à droite, donc qui sera comme ça. Donc là, ça va être en pointillé. Et je vais en mettre un au-dessus, donc là, ça va être en pointillé aussi. Et donc, j'en rajoute un au-dessus. Voilà. Donc là, j'ai 4 cubes, mais on voit que si je mets mes 4 cubes, de la même manière, ma sphère ne sera pas entièrement à l'intérieur de ces 4 cubes, j'aurai que la demi-sphère qui sera à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il faut que je rajoute encore 4 cubes devant. Alors là, je ne vais pas les faire parce que sinon on ne comprendra plus rien. Mais en gros, il faut déjà mettre 4 cubes ici, et après en rajouter encore 4 devant. Et à ce moment-là, j'aurai ma sphère qui sera entièrement comprise dans l'ensemble de ces cubes. Et donc, du coup, 4 et 4, ça fait 8. Donc, en tout, il faut 8 cubes pour avoir la sphère entièrement dedans. Et donc, j'en déduis que j'ai 1/8 seulement de la sphère qui est à l'intérieur du cube. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai une sphère sur un sommet, en fait, je n'ai qu'1/8 de la sphère qui est dans le cube. Donc ça, c'est pour ceux qui sont sur le sommet. Alors, les sphères, j'en ai combien? Eh bien, j'en ai 8, comme ça, puisque j'ai 8 sommets. Et donc, si j'ai 8 sommets, j'ai 8 fois 1/8 de sphère, et 8 fois 1/8, ça me fait 1. Donc, les 8 sphères, ici, vont compter pour une sphère, donc ce qu'on appelle un nœud en propre. Maintenant, on va regarder les sphères qui sont, elles, cette fois-ci, au niveau des centres de chaque face. Là, par contre, la sphère, ici, par exemple, on va prendre celle de droite, elle compte pour 1/2, parce que pour avoir entièrement la sphère dans les cubes, il faut tout simplement que je rajoute un seul cube plutôt à droite, et à ce moment-là, ma sphère va être coupée en deux à ce niveau-là, par le plan qui est ici. J'aurai la moitié de la sphère dans le cube de gauche, et l'autre moitié dans le cube de droite. Donc là, cette fois-ci, chaque sphère compte pour 1/2. Donc il faut retenir qu'une sphère qui est
au centre d'une face ne comptent pas pour 1/8 comme celles qui sont sur le sommet, mais pour 1/2. Et là, par contre, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc là j'en ai 6 fois 1/2, 6 fois une demi-sphère. Donc le nombre de nœuds en propre, ce qu'on appelle le grand N, c'est tout simplement 8 fois 1/8 plus 6 fois 1/2. C'est-à-dire 8 fois 1/8 ça fait 1, 6 fois 1/2 ça fait 6 sur 2, ça fait 3, et donc ça me donne 1 plus 3 égale 4. J'en déduis donc, pour la première question, que le nombre de nœuds en propre est égal à 4. Donc on peut mettre ici, n est égal à 4. C'est-à-dire que si je réunissais l'ensemble des volumes des sphères qui sont uniquement à l'intérieur de la maille, je pourrais former 4 sphères. D'accord ? Celle du haut et celle du bas, quand ils comptent pour 1/2, ça fait 1. À gauche et à droite, ça fait 1. Devant, derrière, ça fait aussi 1. Et là, comme j'ai à chaque fois 1/8 de sphère, en regroupant, ça va me faire une sphère. Donc en tout, n égale 4. Maintenant, il faut que j'exprime le paramètre de la sphère, alors le paramètre de la maille. Le paramètre de la maille, c'est le petit a. Le petit a, il faut que j'exprime en fonction du rayon de chaque atome. Donc pour ça, il faut voir les sphères qui se touchent. Les sphères qui se touchent, ce sera au niveau de la diagonale, ici, de chaque carré. Si je fais le schéma, mais vue de face, donc vue de face, je vois uniquement un carré. De côté, petit a. J'ai ici mes 4 sphères, et la sphère qui est au centre. Alors la sphère qui est au centre, je vais la faire ici, donc elle est de rayon R. Et les autres sphères sont aussi de rayon R. Alors ce ne sera pas forcément à l'échelle, mais c'est pas grave, c'est le principe qui est important. Donc j'ai la sphère en haut à gauche qui va être centrée sur au milieu là, sur le sommet. L'autre sphère en bas à gauche qui va être également centrée sur le sommet, et ici c'est tangent. La sphère en haut à droite qui est aussi centrée, et la sphère ici qui est aussi centrée. Et c'est au niveau de la diagonale que ça va se toucher. Ce n'est pas les deux ici qui vont se toucher, c'est au niveau de la diagonale. Alors évidemment, ce n'est pas du tout à l'échelle, mais en réalité, le rayon de toutes ces sphères est également de R. Donc là, on voit que celle-là est plus grosse que celle du milieu, mais en réalité, c'est égal. Donc comme ça va se toucher sur la diagonale, c'est-à-dire à ce niveau-là. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai 4 R, parce que là, j'ai un rayon, là, j'ai aussi un rayon, et là, j'ai carrément le diamètre, c'est-à-dire 2 rayons, un ici et un ici. Donc j'en déduis que ma diagonale est égale à 4 rayons de la sphère. Mais la diagonale, on sait que c'est la diagonale d'un carré de côté A. Là, ici, j'ai un carré parce que c'est un cube, donc ça, c'est un carré de côté petit a. Et on sait que la diagonale d'un carré de côté petit a, c'est égal à petit a fois racine de 2. Très rapidement, comment on démontre ça? Tout simplement avec Pythagore. La diagonale, c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle ici, qui est de côté petit a. D'après Pythagore, j'ai a carré plus a carré qui est égal à la diagonale que je peux appeler x carré, par exemple. Donc ça me fait 2a carré qui est égal à x carré. Donc en prenant la racine, j'en déduis que x est égal à a fois racine de 2. Il n'y a pas de valeur absolue, parce que ici je n'ai que des longueurs positives. Donc voilà la petite démonstration facile, j'avais fait dans une vidéo, mais ça il faut mieux le connaître par cœur, parce qu'on rencontre souvent en cristallographie que la diagonale d'un carré de côté A, c'est a racine de 2. Donc j'en déduis très facilement que le petit a est égal à 4r sur racine de 2. Et ça, c'est ce qu'on appelle le paramètre de la maille. Le paramètre, c'est simplement le côté ici, qui vaut petit a, mais qui est égal à 4r sur racine de 2, avec r, qui est le rayon de chacun des atomes, chacune des sphères. Donc comme on le voit ici, c'est assez rapide. On verra dans d'autres vidéos sur l'hexagonale compact ou autre, c'est un petit peu plus compliqué. C'est souvent de la géométrie. Ici, la géométrie, c'était par rapport au triangle rectangle. Enfin, plutôt à la diagonale du carré. L'idée, c'est vraiment de savoir quels sont les atomes qui se touchent. Les atomes qui se touchent, ici, c'était sur la diagonale. Donc ça, on va s'en servir par la suite. Dernière question, c'est de calculer la compacité de la maille. Alors, qu'est-ce que c'est la compacité? La compacité, ça correspond à un pourcentage qui est le pourcentage du volume de la maille qui est occupé par des sphères. C'est-à-dire que là, on a dit que si on mettait les sphères ensemble, il y en avait 4 en tout. Sauf que si on fait 4 fois le volume d'une sphère, ça ne va pas faire le volume total de la maille, ce qui est logique, puisque on a forcément du vide, comme on l'a vu précédemment, sur mon carré. Ici, j'ai les sphères
qui se touchent, mais on voit très bien qu'entre les sphères, j'ai du vide. Donc dans n'importe quel type de maille, de toute façon c'est toujours le même principe, j'ai toujours du vide à l'intérieur de ma maille. Et donc l'idée c'est de savoir, non pas le pourcentage de vide, mais le pourcentage d'occupation. Et donc ça, la formule, elle est assez logique, ça va être le volume occupé par les sphères divisé par le volume total. Donc c'est le volume occupé divisé par le volume total. Alors ce qui est logique, ce qu'on a dit, c'est le pourcentage d'occupation de volume par rapport au volume total de la maille. Donc c'est le volume occupé par les sphères divisé par le volume total de la maille. Alors le volume occupé, comment on le calcule? C'est tout simplement le nombre de sphères fois le volume d'une sphère, parce que le volume occupé, c'est le volume occupé par les sphères. Donc on va faire le nombre de sphères, donc grand N, fois le volume d'une sphère, d'un atome. Et le volume total, par contre, c'est le volume de la maille. La maille étant un cube de côté A, je sais que le volume d'un cube de côté A, c'est petit a au cube. Et donc maintenant, on va essayer de simplifier tout ça. Alors, le grand N, pardon, on a dit qu'il valait 4. Le volume d'une sphère, on sait que c'est 4 tiers de pi r cube, avec R qui est le rayon, donc qu'on a appelé grand R, donc c'est 4 tiers de pi r cube. Et le a cube, c'est tout ça au cube, c'est-à-dire 4r sur racine de 2, le tout au cube. Et donc, cette étape-là est très simple, maintenant il va falloir simplifier cette expression. Donc pour pouvoir simplifier cette expression, ce qu'on va faire, c'est que le 4 tiers, enfin le 3, pardon, je vais le mettre devant, donc ça va me faire 1 tiers. Comme ça, au moins, le 3, ici, je m'en débarrasse. Après, j'ai 4 au carré fois pi r cube. Donc au numérateur, j'ai 4 au carré, parce que j'ai 4 fois 4, 4 au carré, fois pi r cube. Donc ça, c'est pour le numérateur, avec le 4 tiers, donc le 3 du dénominateur, que j'ai passé devant. Pour le dénominateur, je vois que j'ai une fraction au cube, donc c'est chacun au cube. Donc le 4 au cube et le R au cube, et le racine de 2, il est aussi au cube, sauf que comme il est au dénominateur, je vais directement multiplier par l'inverse. Donc plutôt que de diviser par racine de 2 au cube, je multiplie par racine de 2 au cube. C'est-à-dire que je le mets au numérateur. Donc ça c'est tout bête comme calcul, mais parce que c'est plus des maths que de la physique, mais c'est mieux de ne pas se tromper, parce qu'on a souvent comme ça des fractions de fractions de fractions quand on calcule la compacité, donc il vaut mieux avoir les idées claires. Là je l'ai fait un petit peu rapidement, rien n'empêche bien sûr de détailler le calcul. Le 1 tiers, je le garde. Le R cube, je vois qu'il se simplifie, c'est pour ça que le R n'est pas donné dans l'énoncé, puisque la compacité ne dépend pas du R. Le 4 au carré sur 4 au cube, eh ben, je sais que ça fait 1 quart, parce que le 4 au cube va se simplifier, c'est 4 au carré fois 4. Le pi va rester, et racine de 2 au cube, c'est racine de 2 au carré fois racine de 2. Racine de 2 au carré, c'est 2, et le racine de 2 qui reste. Donc ça me fait 2 racines de 2. Maintenant, je vois que je vais enfin pouvoir simplifier le 4 avec le 2. Donc le 2 va s'en aller. Au numérateur, il me restera pi racine de 2. Au dénominateur, le 4, ça va donner 2, parce que c'est simplifié avec le 2. Et 2 fois 3, ça fait 6. Donc je trouve pi racine de 2 sur 6. Donc voilà la compacité que je cherchais. Comme on voit, c'est plus des maths qu'autre chose. Ce qui est important, c'est de retenir la formule de la compacité, qui est le volume occupé par les sphères divisé par le volume total. Le volume total, ici, c'est un cube, c'est plutôt simple. Le volume occupé par les sphères, c'est le nombre de sphères, d'où l'intérêt de la première question, fois le volume d'une sphère. Et après, l'intérêt de la deuxième question, c'est qu'on a un lien entre le petit a et le petit r, et ce qui permet, du coup, de simplifier les r, ce qui fait qu'à la fin, on trouve une compacité qui ne dépend plus ni du rayon, ni du petit a. Et ce pi racine de 2 sur 6, on peut le faire à la calculette, c'est environ égal à 0,74, c'est-à-dire 74%. Ça veut dire que j'ai 74% du volume du cube qui est occupé par les sphères. Et donc les 26% restants sont du vide, c'est le vide qu'on avait vu sur le schéma en 2D tout à l'heure du carré. Donc voilà les 3 questions classiques que l'on pose sur ce genre d'exercice. On verra que pour la cubique centrée, c'est quasiment la même chose. C'est juste que ici, les atomes sont disposés de manière différente, donc évidemment, il y aura des légères différences de calcul, mais ça reste plus ou moins similaire. Pour l'hexagonale compacte qu'on verra dans une 3e vidéo, là c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'on n'est plus dans un cube,
mais dans une figure un petit peu plus compliquée. Et donc on verra à ce moment-là que les calculs en géométrie ou autres sont un petit peu plus complexes. Donc c'est pour ça que c'est bien d'abord de bien maîtriser ces genres de cas simples pour après faire des cas plus complexes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur la cristallographie. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.